C'est bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision. Héritage bien sûr avec des thématiques intéressantes. Comme vous le savez, nous allons d'abord faire une petite autopsie en province. Quel profil pour le prochain gouverneur? Après les élections de décembre 2023, l'on attend sûrement la mise sur pied d'une nouvelle administration à tous les niveaux, mais aussi en province, par exemple ici dans les Haut-Katanga, sur base des besoins de la population, quel doit être le profil idéal. Et nous allons nous interroger si les modes d'élection du gouverneur ou du chef de l'exécutif provincial favorise-t-il tout simplement la mise en place d'un homme qu'il faut à la place qu'il faut parce qu'il faut avoir une majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que c'est suffisant pour nous donner un homme idéalisé pour répondre aux besoins de la population? Et puis nous allons nous interroger plutôt sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les jeunes qui s'en prennent aux différentes représentations internationales ont-ils raison d'avoir tort avec ça? Quelle doit être la réponse du gouvernement? La guerre devient-elle inévitable puisque l'opinion nationale, surtout en République démocratique du Congo, semble être prête pour la rhétorique guerrière? Autant de questions que nous allons tenter d'interroger nos chroniqueurs politiques déjà présents ici. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons le micro. Bienvenue. Nous sommes avec M. Jérémy Banza. Bonjour et bienvenue. Il est vraiment fidèle à notre programme. Merci beaucoup, Monsieur Sefou. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de cette émission sur la chaîne Grande Vision. Ouais. J'aime bien ça. Vous êtes communicateur du parti Nouvel Élan. On attend M. Frédéric Amani, qui est donc chroniqueur international, donc internationaliste, mais aussi Alain Casadier, espérons qu'ils seront là pour vous tenir compagnie au cours de ces numéros. Alors, on commence par la crise à l'Est ou la province du Haut-Katanga? Vous avez le choix. Je pense qu'on commence d'abord par ici chez nous et puis on va aller de l'autre côté. Ok, merci. Alors, après les élections de décembre 2023, l'on attend sûrement la mise sur pied de la nouvelle administration en province. Alors, tenant compte des besoins de la population, quel doit être le profil idéal pour les prochains chefs de l'exécutif? Les systèmes d'élection de gouverneurs, est-ce qu'ils favorisent qu'on puisse avoir un homme qu'il faut à la place qu'il faut? C'est la question. Alors, monsieur Jérémy Banza, communicateur du parti Nouvel Élan, on attend sûrement la mise sur pied de la nouvelle administration en province, conséquence des élections de 2023, ou soit certains qui seront reconduits, on le sait. Selon vous, d'une manière un peu globale, quel doit être le profil idéal de nos prochains gouvernants? Merci beaucoup, Monsieur Sefou. C'est vraiment une question très importante et ça nécessite beaucoup plus de sobriété, de dextérité pour analyser et voir le profil de la personne qu'il faut pour à ces postes, notamment de gouverneur. Parce que vous voyez déjà que les enjeux sont tellement immenses depuis le découpage territorial et depuis 2015 qui entre en jeu, nous avons eu déjà, selon que la Constitution les prévoyait, 26 provinces et ça fait que le profil de l'homme en termes de gouverneur qu'il faut à la tête de cette province, parce qu'il s'agit de la province du Haut-Katanga. En tout cas, ça doit être un profil premièrement objectif, et ces profils objectifs, on les trouve notamment dans la loi. Et quand je dis on les trouve notamment dans la loi, c'est notamment la connaissance parfaite des compétences d'un gouverneur, notamment parce que au regard de la Constitution et de la loi sur la libre administration, qui fait que la province, qui est une entité en même temps administrative et politique, donc c'est très important pour ces gouverneurs-là d'avoir en tête au moins les compétences exclusives pour le pouvoir central, les compétences exclusives pour la province, les compétences notamment de concurrence. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas dans le chef de celui-là de confusion dans la manière de gérer.
la République de la province du Haut-Katanga. Parce que ce sera une personne au moins qui va comprendre que comment je dois agir et je dois agir dans les cadres que la loi me donne comme attribution. Ok. La personne ne va pas outrepasser. La personne ne sera pas manipulée par les pouvoirs centrales. Déjà, lorsque nous revenons sur cette question de la répartition de ressources à caractère national, Ouais, notamment on retire à la source ces 40%. Ouais. Est-ce que, au niveau où nous sommes, n'est-il pas possible d'avoir un gouverneur, celui-là, qui va faire qu'on puisse retirer à la source, pas au niveau national, et puis le niveau national puisse envoyer. Donc la retenue à la source. La retenue à la source. Okay. Donc c'est possible à ce niveau que ces profils-là de ces gouverneurs soient là. Et c'est possible. Au-delà de ça, c'est vrai, il y a la question que ça doit être quelqu'un, un autochtone de la province du Haut-Katanga. Je dirais oui et non. Là, c'est partout quand même. C'est une réalité qui est partout. C'est une réalité. Okay. C'est une très bonne chose de penser comme ça parce que je pense que c'est seule la personne qui vit dans la maison peut dire que là ça sonne, là ça ne sonne pas. Mais excusez-moi, il ne faut pas que ça soit comme un autochtone et puis ça on met au fond de ces critères maintenant de choses qui ne vont pas amener à ce que cette personne, bien qu'autochtone, puisse bien faire le travail. Okay. Et là je fais allusion à quoi? Lorsque c'est un autochtone, quelqu'un qui ne sait même pas où se trouve notamment le territoire de Sakane, il n'a jamais mis ses pieds là-bas. Dans les différents territoires, les 6 territoires qui composent le Haut-Katanga, est-ce que ça doit être une personne qui, bien qu'autochtone, mais qui ne connaît pas les réalités qui se passent de l'autre côté? Parce qu'il faut les souligner, les réalités du territoire de Kipushi ne sont pas les mêmes du territoire de Kambov, ne sont pas les mêmes du territoire de Kasenga. de Kasenga et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, il y a toutes ces réalités dont il faut... ce monsieur-là, ces gouverneurs-là qui a ses profils. Et pour chuter, c'est vrai qu'il y a la question notamment des partis politiques, ok, parce que il s'agit d'un scrutin indirect, où la personne doit émaner d'une famille politique selon la majorité que X ou Y parti politique a réalisé, et il y aura des consignes que les députés vont recevoir. Et ça, c'est une question qui nécessite en tout cas que toutes ces personnes-là, ces députés, soient à même de répondre avec cette question-là. Je l'ai annoncé. Pour le bien de la population congolaise. Voilà, M. Frédéric Kamani, chroniqueur international. Voilà, souvent on l'invite pour des questions puisqu'il y a une deuxième thématique. Mais là, bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Jean-Claude, bonjour à mon co-débatteur. Bonjour aussi aux téléspectateurs d'Héritage Télévision. Alors, la même question, elle est directe. Quel doit être le profil idéal pour les prochains gouverneurs du Haut-Katanga compte tenu des besoins directs de la population? Bien, c'est vrai, les besoins sont énormes, que ce soit dans le Haut-Katanga ou dans d'autres provinces. Et je pense que le profil du futur gouverneur de cette province du Haut-Katanga doit être celui d'un travailleur et surtout d'un patriote. Celui qui aime la province, celui qui veut travailler pour la province, celui qui veut accompagner le chef de l'État, celui qui va, n'est-ce pas, être à la rencontre de besoins de sa base ou de sa juridiction. Je crois que de manière brève et directe, c'est celle-là. Mais si on veut entrer dans les considérations politiques, sociologiques et géopolitiques, je crois que là, nous risquons d'aller hors sujet. Mais nous pensons qu'un gouverneur du Haut-Katanga ou d'une autre province de la RDC doit être un gouverneur qui doit travailler pour permettre à ce que le gouverneur, la province, aille de l'avant et, n'est-ce pas, puisse répondre aux desiderata du peuple. Je crois que c'est ça le meilleur profil. Alors, monsieur Jérémy Banda, jusqu'ici, plusieurs gouverneurs se sont remplacés justement à la tête de cette province-là. Compte tenu des ressources qu'il y a, vous pensez qu'ils ont été à la hauteur? Et d'où maintenant vient la question de considérations politiques, même s'il faut les éviter, mais on doit quand même les considérer. Souvent, c'est les partis majoritaires qui mettent en place son homme à la tête de la province et au finish, il travaille plus en tenant compte des partis que de la population. Vous pensez que c'est un mode qui doit toujours être idéal pour l'élection des gouverneurs?
Je crois que déjà que la manière dont les choses sont en train d'évoluer, il y a possibilité de s'en passer de ce qui s'est passé dans le temps. Parce que quand on essaie d'observer, on s'est dit que du moment où le gouverneur devait répondre aux caprices de l'Assemblée, de l'Assemblée, ainsi de suite, un élément qu'il faut souligner ici, il ne manquait pas qu'on puisse avoir des motions de fiance ou de censure pour le gouvernement provincial. Et ça avait comme un impact la paralysie de l'institution politique et administrative qui est le gouvernorat. Et aujourd'hui, si nous devons réfléchir par rapport à est-ce que le mode même de leur élection doit-il être, c'est pas changé ou modifié? Moi, je ne pense pas que en tout cas, c'est le modèle qu'il faut à ce net moment où on voit que le gouverneur est issu de l'Assemblée provinciale. Oui. C'est un modèle qui permet à ce que au moins ceux qui ont été élus, comme on les appelle bien les grands électeurs, c'est-à-dire eux, à leur tour, ils élisent un gouverneur. Je crois que si ils sont émaillés ou pris par le désidérata de la population, la manière dont la politique, les choses se passent dans la province du Haut-Katanga, j'espère que ces députés provinciaux ne vont pas obéir de manière totale à tous les consignes qu'on leur donne dans les partis politiques parce qu'ils sont majoritaires. Je crois qu'à ce niveau, il y a possibilité de transcender ça au regard de enjeux actuels. Et donc, pour dire que si il faut vraiment regarder en profondeur, je crois on peut espérer, d'ailleurs avec quand on regarde la configuration actuelle de l'Assemblée provinciale, nous constatons qu'il y a la plupart ou la majorité, c'est des nouvelles têtes. Vous voyez? Donc c'est que ça fait que ces nouvelles têtes, ils peuvent amener l'énergie malgré les considérations politiques, mais de transcender ça et de pouvoir au moins tenir compte des réalités des besoins. Écoutez, vous pouvez donner à votre chauffeur un véhicule, vous lui donnez l'itinéraire, mais quand il arrive sur le terrain, c'est lui qui sait les besoins. Donc il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Donc c'est qu'il faut que ces députés sont appelés, en tout cas, malgré la structure politique et géopolitique, de transcender ça et de nous donner, parce que c'est eux. Ce n'est pas nous, la population, c'est eux qui doivent nous donner un gouverneur, bien que nous, on peut faire des analyses ici. Il faut qu'il ait tel profil, tel autre profil, mais c'est eux qui doivent élire, et ils doivent élire en tout cas le gouverneur qui va répondre effectivement aux besoins de la population du Haut-Katanga. Monsieur Frédéric Kamani, considération politique, puisque souvent c'est comme ça, les tractations ont commencé, il y a d'ailleurs des rumeurs, certains noms qui sont avancés et tout. Sûrement, c'est le parti majoritaire qui va décider de qui sera gouverneur de la province. Mais vous pouvez répondre sur ça. Il y a une autre question. Souvent, ils sont accusés, ces gouverneurs, une fois élus, ils sont un peu accusés d'être considérés comme des garçons de course, des présidents de la République, du chef de l'État. Ça veut dire qu'ils obéissent plus à la ligne éditoriale du président que finalement des besoins. Bien, c'est vrai. D'abord, je voudrais féliciter les élus provinciaux et leur demander de travailler pour l'intérêt général, l'intérêt de la province, faire avancer, n'est-ce pas, la province au travers le contrôle parlementaire qu'ils vont effectuer. Alors, c'est vrai, par moment, les gouverneurs semblent, selon vos dires, être considérés comme des caisses de résonance du chef de l'État, où il ne travaille plus pour que la province avance, mais plutôt il se contente dans des combines et consorts. Moi, je pense que tout dépend de la manière dont le gouverneur élu est arrivé à ces postes-là. Voilà. Ça, c'est un. Et deux, tout dépend aussi des valeurs qu'on veut promouvoir. Voilà. Je crois que c'est tout à fait normal qu'un gouverneur doit être en bon terme, il doit matérialiser, si vous voulez bien,
la vision du président de la République au niveau provincial. N'empêche qu'il soit de l'opposition, de la société civile ou de la majorité, dès lors qu'il a bénéficié, n'est-ce pas, de la confiance des élus provinciaux, il peut assumer ces fonctions-là. Il faudrait que le gouverneur arrive, n'est-ce pas, à dire au chef ou à lui étaler ou à lui exposer le problème ou le besoin de la province. Lorsque un gouverneur arrive à ces postes sans avoir eu une vision, parce qu'on ne le dit pas assez, on a connu, pas seulement ici ou ailleurs, en RDC, des gouverneurs où c'est peut-être ils étaient en train de dormir ou dans, je ne sais pas, quelque part, on l'appelle pour lui dire, bon, tu peux déposer ta candidature, tu as le soutien de tel ou de tel camp, malheureusement. Donc, une personne qui n'était pas préparée à assumer ces fonctions-là. Et nous pensons qu'en étant gouverneur, il doit avoir le moment d'échange ou de dialogue avec le président. Lui doit d'abord avoir la vision du président, la vision générale, mais aussi un gouverneur doit avoir une vision propre à lui qui va s'inscrire dans la vision du chef. Malheureusement, certains gouverneurs pensent dire qu'ils travaillent pour la vision du chef de l'État, mais lorsque vous regardez au fond, ils sont de loin et dans la vision du chef de l'État et dans leur propre vision, et ça devient une cacophonie. Donc, moi je pense qu'ici, les élus provinciaux ont une lourde responsabilité de donner à la province du Haut-Katanga un gouverneur travailleur, un gouverneur patriote, un gouverneur qui ne va pas se substituer, vous l'avez dit, je prends vos mots, à un garçon de course, bien que le terme soit un peu dur, mais un gouverneur qui a la vision de la province. Quels sont les problèmes réels de la province? Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de temps, depuis bien longtemps, la province du Haut-Katanga a toujours fait face à une pénurie de farine de maïs. Et c'est pour autant que tous les gouverneurs qui se sont succédés n'ont pas su mettre en place une stratégie, une politique agricole pour que dans les années à venir, la province ne puisse pas tomber dans cette pénurie. Voilà. Aujourd'hui, on peut ne pas le dire à haute voix, la province, avec tout ce qu'il y a comme problème d'insécurité et qu'on sort, un gouverneur qui sera élu doit avoir une vision comment, n'est-ce pas, permettre à ce que la province puisse résoudre cette question d'insécurité. Aujourd'hui, on assiste, n'est-ce pas, à des nids d'oiseaux sur des routes et qu'on sort. Donc, je pense que cette fois-ci, les élus du peuple vont donner la chance à la province du Haut-Katanga. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, à avoir des gouverneurs qui vont matérialiser la vision du chef de l'État, ça c'est de un, mais des gouverneurs aussi qui auront une vision de la gestion, de la gouvernance de la province, et ils doivent le défendre au Parlement, et ce sera pour le bien du peuple congolais. Voilà, pour finir justement avec cette thématique, les élus du peuple, c'est d'eux aussi qu'il s'agit, ils ne sont pas pour rien dans cette question. Souvent, ils sont accusés de prendre en otage l'exécutif provincial. Par exemple, pour l'ancienne mandature, plus de 19 provinces ont connu, en tout cas, vous avez parlé de la paralysie, il y avait des gouverneurs éjectés qui sont retournés et autres. La province du Haut-Katanga a quand même été épargnée pour la plupart, et c'est une bonne chose. Est-ce qu'eux aussi, les élus du peuple, n'ont pas une grosse responsabilité dans la gestion de la province? Effectivement, je crois que déjà que comme au niveau du pouvoir central, au niveau provincial, ils sont là pour contrôler, légiférer, les édits, contrôler l'action du gouverneur et aussi des entreprises et services publics provinciaux. Et donc, ça fait que si eux, dans leur contrôle, ils ne sont pas complaisants, vous voyez, ça va faire que là qu'il faut sanctionner le gouverneur ou ses ministres, il faut sanctionner, vous voyez. Si jamais dans la gestion de la République on trouve qu'il y a des failles. Mais là qu'il n'y a pas à sanctionner, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de mettre de motivation politique. Vous voyez, parce que vous vous rappelez à cette législature passée, il suffirait juste que le gouverneur ne puisse pas être de même obédience que la famille politique du président de la République. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, à ce stade ici, parce que je prends comme le chef de l'État lui-même l'a dit, que nous n'allons pas revenir, nous avons tiré suffisamment des leçons du passé
pour ne plus revenir. Ce n'est pas seulement au niveau national, même au niveau provincial. Et donc, les députés, en tout cas, les députés provinciaux, ils ont une lourde tâche dans cette législature. Ne pas être complaisant, d'exercer bien leur travail. Il ne faut pas être comme s'ils étaient dans une forme de camaraderie. Il faut faire la distinction entre quand on est en train de gérer la République et quand on est amis. Ils peuvent être amis, mais ils ne doivent pas mélanger les choses. Et aussi, j'aime ce que un ancien éminent professeur Kebamba, il fut même le président de la cour, je crois, de la Cour internationale de justice. Il a dit ceci. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons réfléchir pour inventer un système qui ne récompense que la méritocratie, qui ne récompense que ceux qui travaillent effectivement, comme M. Frédéric l'a dit, qui récompense effectivement ceux qui sont en train de se distinguer. Donc, ça suppose que du moment où le gouverneur va être en train de travailler effectivement, ça ne sert à rien de lui mettre dans les roues. Voilà, M. Frédéric, on va finir par là. Monsieur le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a longtemps regretté, il a même suggéré qu'il voulait que ce soit lui, le président, qui nomme les gouverneurs parce qu'il pense qu'ils sont souvent otages des assemblées provinciales. Est-ce que vous pensez que ça pourrait au moins enclencher quelque chose? Bien, je crois que c'est une bonne proposition, mais je crois que le président a déjà beaucoup de charges, beaucoup de préoccupations. Si on lui donnait encore cela, ça risque encore de peser sur lui. Je crois que l'idée est bonne, mais tout dépend de la vision qu'on a. Il est vrai que vous avez parlé des gouverneurs qui sont otages des assemblées provinciales, mais moi je pense que c'est vice-versa. Okay. Les gouverneurs semblent être otages des assemblées provinciales, mais aussi, il se pourrait, j'utilise les conditionnels, il se pourrait que aussi certaines assemblées provinciales seraient entre, si vous voulez bien l'expression, entre le maire et les gouverneurs, où il y a, mon co-débatteur a parlé des camaraderies, des flatteries, des complaisances, et ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans une coterie, au lieu de travailler pour que la province avance, ils sont en train de se distribuer ou de se protéger mutuellement. Je crois que l'idée du chef de l'État est bonne, mais faudrait-il il a toujours reconnu aussi qu'il faut des collaborateurs qui vont l'aider, n'est-ce pas, à matérialiser sa vision. Moi, je pense qu'il soit nommé, le gouverneur, qu'il soit nommé par le président de la République ou qu'il soit élu par les assemblées provinciales, ce qui compte, c'est que c'est lui qui sera à la tête, que ce soit de la province du Haut-Katanga ou d'une autre province de la République, travaille pour faire avancer la province. Au moins, la plupart des provinces de la RDC, au moins chaque province a une particularité, des richesses ou, n'est-ce pas, des potentialités. Il faudrait que les gouverneurs qui seront à la tête de chaque province mettent à profit les potentialités ou, si vous voulez bien, les richesses que regorge chaque province pour faire avancer. Et non, on va dire que telle province, les Haut-Katanga, les Lualaba, le Sud Kivu, le Nord Kivu regorge telle matière, mais on l'entend, mais on ne vit pas cela. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on reçoit comme rétrocession ou comme bénéfice, c'est peut-être dans les poches des individus. Et vous allez entendre, il y a des arriérés des assemblées, des arriérés des agents qui ne sont pas payés et conso. Je crois qu'il y a lieu de corriger ces erreurs et nous souhaitons bonne chance, que ce soit dans le Haut-Katanga, que ce soit dans une autre province. Un gouverneur, il peut ne pas être de la majorité, je préfère le dire, il peut ne pas être de la majorité présidentielle ou de l'Assemblée provinciale, mais quelqu'un qui a une vision et qui va accompagner le président de la République à apporter le meilleur à ces peuples qui attendent les changements. Voilà, merci. On va prendre l'autre thématique, justement, c'est la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez remarqué, vous suivez les infos, bien sûr. D'ailleurs, tout à l'heure à 19h, ça sera encore à la une. Les jeunes à la République démocratique du Congo, à Goma, à Kinshasa, qui s'en prennent aux différentes représentations internationales
l'accusant de fermer l'œil quant aux exactions qui se perpètrent à l'est de la République démocratique du Congo. Ces jeunes qui manifestent ont-ils raison d'avoir tort? La guerre devient-elle inévitable pour la République démocratique du Congo? Je vous garde, M. Frédéric Amani. Quel regard vous avez par rapport à ces manifestations qui demandent par moments le départ? La MONUSCO qui accuse la communauté internationale d'être silencieuse et tout. Merci beaucoup pour la question pertinente. Je voudrais dire 4 ou 5 choses par rapport aux différentes manifestations. Oui. D'abord, il faut rappeler que les manifestations sont autorisées par la constitution du pays et que chaque Congolais jouit, n'est-ce pas, des droits et libertés de s'exprimer. Ce que les Congolais font en manifestant ou en revendiquant leurs droits, c'est tout à fait normal. Mais attention, ils doivent le faire de manière démocratique, de manière pacifique et ne pas s'en prendre aux paisibles citoyens, ne pas s'en prendre aux installations de la MONUSCO ou aux véhicules des ambassades. Là, ça devient dangereux et le pays vend une mauvaise image. Il faut aussi montrer que les manifestations comme droit, mais les premiers destinataires, je crois qu'on doit avoir le courage de le dire, le premier destinataire de toutes les manifestations au niveau national, surtout par rapport à cette guerre à l'Est, le premier destinataire sont les gouvernants, les politiques congolais, les dirigeants congolais. Okay. Parce que ce sont eux qui sont revêtus, n'est-ce pas, des responsabilités d'apporter le meilleur d'eux-mêmes pour permettre à ce que le pays réponde à ses missions régaliennes. Eh bien, les manifestants, en s'attaquant ou en manifestant contre la MONUSCO et les ambassades, d'abord, je précise que la pratique diplomatique ou la Convention de Vienne interdit parce que les ambassades ou les missions diplomatiques jouissent, n'est-ce pas, de l'inviolabilité et sont protégés par les droits diplomatiques et la Convention de Vienne. Je crois que je suis heureux que le gouvernement, au travers de la police et les instances dirigeantes, soient intervenus pour que les manifestants arrêtent cette hémorragie. Et nous pensons qu'il y a possibilité de revendiquer leurs droits au travers d'un mémo. Ils pouvaient écrire un mémo, aller déposer à la MONUSCO, aller déposer à l'ambassade des États-Unis ou de la France ou de l'Union européenne et non s'en prendre, sinon c'est dangereux. Oui. Je vais terminer. Et ensuite, je crois que ces manifestations, en s'attaquant ou en la tournant vers les organisations internationales ou les ambassades, c'est au fait faire passer un message, bien que j'ai fustigé la manière dont les choses se sont passées, faire passer un message à la communauté internationale de ce qu'on qualifie d'un silence, de ce qu'on qualifie d'une politique de 2 poids 2 mesures. Il est vrai que la guerre à l'Est a trop duré, plus de 2 décennies, il n'y a pas ce qu'on peut qualifier des efforts significatifs pour la paix et la sécurité. À ce moment-là, il y a aussi à boire et à manger. Les efforts doivent être faits, je suis tout à fait d'accord, au niveau interne, au niveau sous-régional, mais aussi au niveau international. On semble voir les efforts internationaux ou sous-régionaux qui ne répondent pas aux défis auxquels la RDC fait face, où on ne sent pas cet engagement de la communauté internationale faire pression au Rwanda, à l'Ouganda ou à tout autre pays qui serait impliqué directement ou indirectement à cette conflictualité, comme c'est le cas en Ukraine, où on voit toute la communauté internationale s'est mobilisée vis-à-vis de la Russie pour lui dire « vous devez arrêter, il y a des sanctions ». On ne voit pas les sanctions vis-à-vis des pays. Pourtant, il y a des rapports d'experts des Nations Unies qui montrent les soutiens que bénéficie le 1-23, les soutiens qui proviendraient de l'Ouganda et du Rwanda. Enfin, pour citer, je pense que les manifestations montre, n'est-ce pas, cette unité, bien que c'est discutable, mais cette unité à Kinshasa, lorsque l'Est du pays est en proie à la violence, eh bien, Lubumbashi, Kinshasa, Kasaï peuvent se mettre ensemble pour souhaiter que la paix et la sécurité reviennent, et c'est encourageant. Mais nous pensons que les dirigeants congolais, les efforts qu'ils sont en train de déployer, et suivis du soutien de la communauté internationale, ces efforts doivent converger vers le rétablissement de la paix
et de la sécurité. Monsieur Jérémy Banza, quel regard vous avez sur ces manifestations qui s'en prennent aux représentations internationales? Premier constat, si vous pouvez se rapprocher le micro, voilà. Merci. Le premier constat, c'est d'abord, ça montre une profonde frustration que nous avons et nous sommes indignés que jusqu'à ces stades où nous sommes, alors que quand on regarde, on nous fait entendre M. Guy Amani qui est sous ces plateaux. Non, M. Frédéric qui est sous ces plateaux ne cesse de nous enseigner, nous parler du droit international, son importance. Et à un certain moment même, on s'est dit, mais finalement, où est-ce que nous sommes? Est-ce que le droit international, c'est du chimère ou c'est une chose qui existe en réalité? Parce que déjà, il a dit, comment est-ce que s'il s'agit de Ukraine-Russie, quand il s'agit de Palestine et Israël, là, les États occidentaux essayent de donner leur point de vue de manière claire. Mais quand il s'agit de la RDC, on sent que c'est à peu près qu'ils sont en train de faire non, nous demandons au Rwanda d'arrêter, de cesser. Mais finalement, ils nous prennent pour qui? Et donc, ces manifestations sont un signe de frustration, sont un signe de mécontentement. Et maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est, mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de destinataire. Nous sommes maintenant en face, parce que même ici, les représentations ou les succursales des représentations diplomatiques dans la province n'arrivent pas aussi à fonctionner. Pourquoi? Parce que le personnel diplomatique au niveau central, que ce soit les chancelleries ou même leurs biens, sont attaqués. Vous voyez? Et donc, il y a maintenant une forme de, en quelque sorte, ce que nous appelons, vous avez raison, mais par la manière dont vous manifestez, vous risquerez même de perdre cette raison. C'est ce qui s'est passé. Nous avons raison. Nous avons raison de manifester. Mais la manière dont, la stratégie, la manière de manifester, c'est ce qui n'est pas bonne et qui fait est-ce que le personnel diplomatique aujourd'hui se retrouve en quelque sorte en insécurité. Et c'est qu'il y a une violation flagrante des conventions de Vienne que M. Frédéric nous a dit ici. Et donc, j'insiste sur notre élément. C'est vrai, c'est de l'apanage du gouvernement. Et donc, même quand le gouvernement est en train de voir que la population est en train de manifester, lui n'est pas épargné. C'est le gouvernement beaucoup plus encore qu'on doit encore marteler sur ce point que c'est lui qui doit mettre tout ce qu'il faut, toutes les stratégies en place. C'est vrai que nous, il y a un sursaut patriotique. Nous essayons d'aider les efforts du gouvernement, que ce soit diplomatique, que ce soit militaire. Nous essayons d'encourager nos FRDC qui sont sur le terrain en train de se battre. Nous essayons de faire tout ce qui est possible. Mais beaucoup plus, c'est au gouvernement congolais, vous voyez, qui doit beaucoup plus mettre tout ce qu'il faut parce que le gouvernement congolais en a les moyens. Vous voyez. Et donc, c'est à ce niveau que nous voulons et c'est possible que le gouvernement congolais en arrive. Voilà, on va juste avant la dernière question. Monsieur Frédéric Amani, une minute, comme ça on part vite et on va conclure avec la séance carton. Vous avez insisté sur l'intérêt. On fustige l'Occident d'être du côté de l'Ukraine face à la Russie et de le faire de manière ouverte, d'être du côté de l'Israël et tout. Est-ce que ce n'est pas aussi l'intérêt qui manque en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que nous offrons pour qu'aujourd'hui les États-Unis se penchent de notre côté officiellement? Bien, vous savez, en relations internationales, les États ne se font pas des cadeaux. Tout dépend des rapports de force que chaque acteur déploie sur la scène internationale pour tirer profit de cette rencontre ou de cette interdépendance. Et il faut aussi savoir, ça il ne faut jamais l'oublier, que les États ne sont ni amis ni ennemis, mais ce sont les intérêts qui comptent. Aujourd'hui, on peut ne pas le dire à haute voix. Il y aura le moment où peut-être on aura encore des amitiés ou des relations diplomatiques plus approfondies avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Ça arrivera. Donc, tout dépend des intérêts et la manière dont vous coopérez. Alors, les États-Unis ou la communauté internationale semblent ne pas être aux côtés de la RDC. Est-ce que c'est par rapport aux intérêts qui ne tirent pas? Non. Moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas le nier que la RDC est un enjeu stratégique majeur dans la configuration du système international, dans la mondialisation, de par ses potentialités. Alors, il faut, face aux défis actuels, face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, il nous faut une politique étrangère
matérialisé par une diplomatie aussi efficace et stratégique dans la mesure où les partenaires viendront, mais ils doivent aussi trouver notre position. On a tendance de voir que en RDC ou en Afrique, la plupart, on a beaucoup fustigé le fait que la plupart des États africains n'ont pas une politique étrangère efficace et ils sont ballottés selon que leurs partenaires occidentaux veulent qu'ils adhèrent dans tel ou tel camp. Tout dépend de la manière dont vous dialoguez ou vous échangez avec vos partenaires. Ça, c'est de un. Je crois que, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, la plupart des multinationales préfèrent passer par le Rwanda ou l'Ouganda au lieu de passer par la RDC. Je crois qu'un travail minutieux doit être fait au niveau interne. Et les secteurs stratégiques ou les ministères stratégiques, affaires étrangères, intérieures, finances, primature, présidence, il faut sécurité, il faut un dialogue ou, si vous voulez bien, une table ronde de ces ministères pour baliser le terrain d'une stratégie à mettre en place du point de vue diplomatique par rapport aux partenaires. Peut-être il y a, je ne sais pas, une méfiance de la part de ces partenaires. Ils préfèrent passer par la fenêtre, c'est que nous déplorons. Mais ce qui doit être fait, je crois que par rapport à la situation à l'Est, il doit y avoir plusieurs stratégies qui doivent être mises en place. Il y a ce que j'appelle une stratégie nationale, une stratégie locale, une stratégie sous-régionale, mais aussi une stratégie globale. Oui. Mais cela doit être en accord avec les intérêts de la République, les intérêts congolais, et non selon d'abord les intérêts des partenaires. Le plus souvent, on a assisté à des accords, à des négociations, mais qui se sont malheureusement retournés contre la RDC. Pourquoi? Parce qu'on a semblé privilégier les intérêts des partenaires au lieu de privilégier les intérêts de la République. Nous pensons que le deuxième mandat du président Félix va, d'ailleurs lui-même l'a dit, va mettre au centre la question de l'Est et faudrait-il mettre aussi des stratégies idoines au travers des ministères que j'ai précités et d'autres personnalités peuvent apporter leur, n'est-ce pas, efforts pourvu que la paix et la sécurité reviennent. Ça fait quand même plus de 2 décennies. Il est temps que la communauté internationale se sente intéressée par rapport à ce qui se passe à l'Est. Monsieur Jérémy Banza, l'offre politique que nous donnons en tout cas à cette communauté internationale, pourquoi elle pourrait préférer passer par le Rwanda, l'Ouganda, alors qu'en RDC, il y a presque rien? Est-ce que ce n'est pas le moment de nous mettre là et dire on offre ceci pour qu'il n'y ait pas guerre? Moi, je crois que déjà à ce stade où nous sommes, c'est vrai que nous sommes déjà en voie. Nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le bon chemin. Déjà, rappelez-vous, au soir du mandat de l'ancien président Joseph Kabila, pratiquement l'espace diplomatique ou les relations diplomatiques étaient un peu froides. Et nous avons eu le président actuel qui a été reconduit encore, qui a eu quand même le temps à sillonner pour renouer ces bonnes relations. C'est déjà les premières pas. Et ça va faire ce que, au-delà de ce que la RDC est, parce que la RDC, il ne faut jamais, nous ne cessons jamais de dire qu'aujourd'hui, sans la RDC, le monde ne va pas être le monde. Vous voyez? Et aujourd'hui, si vraiment le gouvernement congolais, parce que c'est le gouvernement congolais qui doit faire tout ça, de vendre positivement le Congo, de le faire à ce que si vous, dans tout le grand forum qui s'organise, de toutes les grandes réunions qui s'organisent partout dans le monde, à l'absence de la RDC, notamment comme avec le forum Indaba, en Afrique du Sud. Et si, au travers de ces grands forums, parce que là, il y a des multinationales qui sont là, tout à fait. Lorsqu'ils vont se rendre compte que la RDC, en passant par la bonne porte, nous pouvons avoir mieux que la manière dont nous sommes en train d'avoir où il y a les sangs qui coulent et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, si aujourd'hui, parce que déjà nous sommes dans ces processus, et j'apprécie beaucoup plus cette dextérité du gouvernement congolais par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, dans les grands forums, en tout nous cas, sommes présents. La RDC, on ne manque pas qu'on puisse citer son nom. Et donc, si nous allons dans ce sens, je crois que la RDC, permettez que je chute, va vendre une bonne image et ça va attirer les partenaires. Les partenaires ne vont plus passer par des couloirs mafieux. Voilà. On va prendre la transition des cartons qui va nous conduire à la conclusion.
Allez, c'est la séance carton. Ça veut dire que vous serez un peu comme des arbitres. On a 3 cartons. Les verts, c'est pour une sanction positive à l'endroit d'une personnalité politique par rapport à ses actions. Ça, c'est les verts. Les jaunes, c'est un avertissement. Et les rouges, c'est une sanction négative. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Jérémy Banza. Vous choisissez quel carton et vous l'adressez à qui? Je choisis le carton jaune et je l'adresse à nos élus députés provinciaux parce que bientôt il y aura élection au second degré. Eux, en tant que de grands électeurs, en tout cas d'aller au-delà de la mêlée pour en tout cas donner quelqu'un qui remplit les profils, quelqu'un qui a la connaissance, les rouages, au fait, le contour même de la province. Il ne doit pas être il ne faut pas qu'on donne un gouverneur qui se comporte comme s'il était gouverneur de la ville de Lubumbashi. Et pourtant, la province du Katanga n'est pas seulement la ville de Lubumbashi. Et donc, un avertissement à eux est de ne pas être cloués par les consignes qui seront probablement données par leur famille politique, mais de suivre leurs convictions politiques. Voilà, l'avertissement adressé à l'endroit des élus provinciaux. Monsieur Frédéric Amani, votre carton. Je suis tenté de prendre tous les cartons. Non, c'est juste un choix. Alors, un avertissement, c'est ça? C'est les jaunes. Les jaunes. Et le vert? C'est positif, donc vous appréciez. Ah, ok. Je crois un avertissement aussi. Oui. À l'endroit du peuple congolais et de ses dirigeants. Un avertissement au peuple congolais d'exiger à leurs dirigeants les meilleurs et aussi un avertissement aux dirigeants, surtout ceux qui sont revenus, de travailler pour l'intérêt général. Sans cela, ils vont trahir la mémoire de Laurent Désiré Kabila, d'Étienne Tshisekedi, de Kimbangu, de Lumumba, qui ont souhaité voir ce Congo aller de l'avant. Nous pensons que les élus, que ce soit provinciaux ou nationaux, vont mettre l'intérêt général et non les intérêts des positionnements contre X ou Y. Et le peuple doit être regardant vis-à-vis de ses dirigeants pour exiger à ce que les promesses, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale, ces promesses données soient réalisées et pour le bien de la RDC, pour le progrès du peuple congolais. Allez, dans 3 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Lubumbashi. Merci, messieurs, d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans Ici Direct qui revient. C'est vendredi. Bonne suite de nos programmes et au revoir.